Alors, nous avons reçu quelques questions. Alors, pourquoi j'ai eu la confusion entre vieillir avec un DIP et greffe? C'est parce qu'en fait, on a beaucoup de questions sur greffe adulte. Alors, notamment, Oui. jusqu'à quelle date, enfin, jusqu'à quel âge, en fait, on peut greffer les patients adultes? Ça marche. Alors, je crois qu'il ne faut pas parler en termes d'âge. Il faut savoir s'il y a une indication de greffe ou pas. Et puis après, il faut savoir quels sont les risques, quelle est la balance. C'est exactement ce que disaient Caroline, Isabelle, etc. C'est quelle est la balance entre le bénéfice et le risque. Plus on avance en âge, et ça on le sait en hématologie, et plus le risque de l'allogreffe est important. Et quand on discute de faire une allogreffe chez un patient qui a un déficit immunitaire, c'est souvent qu'il est déjà polypathologique. Donc ça, c'est très difficile de prendre cette décision-là, et c'est une décision qui se prend avec les médecins spécialistes qui s'occupent des organes éventuellement défaillants, le médecin qui va greffer, ça se passe en général dans les services d'hématologie, et puis le patient, parce qu'il faut qu'il soit bien au courant des risques. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé ici, mais qui découle aussi de tout le travail qu'on a fait, c'est qu'on est en train de terminer une étude sur la greffe d'organes au cours des déficits immunitaires, avec plus de 60 patients dans les 20 dernières années. C'est aussi quelque chose qui avait été fermé pendant de nombreuses années, parce qu'en fait, les greffeurs, les transplanteurs d'organes, de reins, de foie, de poumons, avaient très peur des déficits immunitaires et des complications infectieuses. C'est un papier qui démontre que quand c'est très bien encadré, c'est un traitement qui peut être extrêmement bénéfique pour un certain nombre de patients. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une limite d'âge, je dirais qu'il y a une discussion de bénéfices, de la balance bénéfice-risque. Je crois qu'après 60 ans, c'est difficile de proposer. Oui. Alors, je pense qu'il y a un complément. Oui. Si je peux me permettre un tout petit peu, c'est que effectivement, d'abord, il y a de plus en plus de patients adultes qui sont greffés. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on le faisait beaucoup moins, voire pas enfin très peu en tout cas, alors qu'aujourd'hui on le propose. Ça reste bien inférieur au nombre de patients pédiatriques allogreffés de cellules souches, enfin de moelle osseuse. Et quand même, pour revenir un petit peu sur l'importance que les données, et les données notamment que vous acceptez de nous transmettre grâce aux données qu'on récupère dans les dossiers médicaux et grâce aussi aux collègues dans tous les CHU de France. Dans le cadre du réseau du CEREDI, on a donc ce registre et qui nous a permis de faire un travail épidémio et statistique de très bon niveau, qui a été mené dans le cadre de son travail de postdoctorat par Morgane Cheminant, qui est hématologue à Necker, et c'est un travail franco-britannique en fait, Paris et Londres, et on a donc montré et démontré que sur les greffes passées, on a déjà la capacité de voir un bénéfice de la greffe. Mais comme tu l'as très bien dit, Claire, jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était des patients très fragiles du fait d'une histoire médicale complexe qui était amenée à la greffe. Et même pour ces patients-là, on a pu démontrer que si on ne les greffait pas, en tout cas si on comparait à des patients équivalents non greffés, eh bien, leur devenir était bien meilleur, contrairement à ceux qui ne l'étaient pas. Autrement dit, il y a déjà des bénéfices et on va faire mieux. Merci. Alors, une autre question du coup, alors peut-être plutôt pour la partie laboratoire, je ne sais pas. Quel est le délai pour un typage HLA et une recherche de compatibilité intrafamiliale? Je rends le micro à Claire. Alors, le typage HLA, ça peut être extrêmement rapide, hein. Ça peut prendre quelques jours. Après l'interrogation du fichier, ça peut prendre quelques semaines, mais encore une fois, ça dépend un peu dans quelle situation d'urgence on est. Je crois que quand on est chez un SCID qui est petit, en danger avec une infection, ça peut aller très vite. Chez l'adulte, quand on discute d'une allogreffe chez l'adulte, on peut être assez pressé, mais on a quelques mois devant nous. Oui, non, c'est ça. Enfin, on peut avoir un résultat de type HLA en quelques jours, quelques semaines. Les progrès sont vraiment bien visibles. On peut le faire. Une interrogation, ce qui compte, on peut avoir un résultat assez rapidement. Globalement, il y a des bases de données en France et au niveau international qu'on peut interroger. Et là, on peut voir assez rapidement s'il y a des donneurs potentiellement compatibles 10 sur 10 ou
ou 100%, j'aime pas trop dire 100%, mais 10 sur 10. Mais c'est vrai que si on n'a pas, il faut parfois, si l'état du patient le permet, faut parfois peut-être un petit peu attendre d'avoir potentiellement un donneur, mais bon, on ne sait pas combien de temps on va attendre. Donc, comme l'a dit Vincent Barlogis aussi, dans son topo sur la greffe, il y a des techniques de greffe nouvelles qui sont très intéressantes et qui permettent maintenant de proposer une greffe à plus de patients qu'avant. Merci. Alors, Oui, j'ajoute juste que quand on a trouvé un donneur sur le fichier, ça ne veut pas dire qu'il soit forcément disponible. Parce que une femme qui donne sa moelle et qui est enceinte ne peut pas la donner. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses qui font que malgré le fait qu'il y ait un donneur, on ne puisse pas faire la greffe tout de suite. Tout à fait. D'ailleurs, Vincent Barlogis disait qu'il était confronté à une nouvelle problématique le week-end dernier. C'est que maintenant, quand ils interrogent, il y a aussi plus de refus maintenant, en fait, qu'avant. Ouais. Alors, une autre question. Alors là, pour le coup, je pense que c'est... Oui, sûr. Je suis patiente ou patient adulte DIP. Je n'ai pas de diagnostic génétique. J'ai un projet de maternité ou enfin de paternité. Quel est le risque de transmission de la maladie ? Donc, dans le cas où on n'a pas de diagnostic, enfin, ça n'a pas été recherché, c'est ça? Ça n'a pas été trouvé. Ça n'a pas été trouvé. Alors, c'est très difficile de répondre. Alors, je pense que on va tenir compte du contexte familial. Est-ce qu'il y a d'autres cas? Parfois, il y a un contexte familial, mais les outils actuels, malgré la diversité des panels, ne permettent pas de faire un diagnostic. Donc là, maintenant, on a accès à des analyses de génome grâce au plan France Génomique 2025. Donc ça, c'est des choses qu'on peut proposer aux familles pour essayer d'aller plus loin que les outils dont on dispose entre guillemets en première intention. Après, comme l'a dit aussi Claire tout à l'heure, même s'il y a une cause génétique n'est pas identifiée, les conséquences en termes de projet de grossesse, de diagnostic anténatal, ne sont pas toujours faciles, déjà même quand on connaît le gène, à présenter. Donc quand on n'a pas l'explication génétique, c'est encore plus compliqué de se projeter. Donc c'est une discussion au cas par cas, ça dépend du type de déficit immunitaire du patient, ça dépend s'il y a un contexte familial ou pas, et tout ça est un dialogue entre le médecin spécialiste, les généticiens, la RCP nationale. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter dans ces cas-là pour en discuter. D'accord, merci. Alors, une autre question. Mon espace santé est-il un outil qui peut résoudre les problèmes de dossiers médicaux entre patients et médecins ? Je ne sais pas ce qu'est mon espace santé. Donc, je ne sais pas si quelqu'un y a accès, mais... Oh, si, je sais, mais mais j'y ai pas accès, je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas vu physiquement, je ne l'ai pas touché, donc je n'y ai pas accès. Non. Mon médecin ne l'a pas, donc comme c'est moi. Peut-être. Alors, si quelqu'un peut répondre en connaissance de cause. Oui, je pense que c'est une piste intéressante. Globalement, c'est ton carnet de santé, tu peux mettre tout un tas de dossiers et auquel tu peux donner accès à tes différents soignants, pas forcément médecins uniquement, mais bon, notamment les médecins, pour pouvoir non seulement avoir accès, mais aussi être une plateforme d'échange. Moi, je vais parler de mon cas. Je n'ai pas un DIP. C'est plus simple, je reconnais. Mais j'ai un espace santé dans lequel le médecin de l'hôpital met ses comptes rendus, mais des résultats d'examen. C'est super. Alors, maintenant, je pense que pour la population générale, il n'y a que, je crois, pour l'instant, 11 millions de Français qui ont un dossier. C'est bien, mais très insuffisant. Je ne suis pas sûr que ça s'applique très, très aisément aux patients avec des maladies chroniques parce que les dossiers enflent rapidement. Donc, ce que je ne sais pas, c'est s'il y a moyen de classer, parce que c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, mais de classer au sein de l'espace santé les documents d'une façon facilement accessible. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent. En fait, nous, par exemple, maintenant, à l'hôpital, les patients, ils ont accès directement à leurs dossiers, à leurs examens, ce qui passe en Nous aussi, posé. Oui. Sauf la biologie. Mais des fois, voilà, il y a quand même des choses qu'on a demandées, par exemple, pour tout ce qui est radio, anapath et puis la biologie. On attend un peu que nous, on les ait vus. Parce que recevoir, on va dire aussi, un diagnostic d'annonce parfois, voyez, par... voilà, le dossier médical patient, c'est pas si facile que ça. Donc, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui permettent en tout cas ça. Et donc, du coup, on a accès directement à son dossier.
Donc c'est en cours, mais moi par exemple, je n'ai pas de connexion entre mon système informatique à l'hôpital et l'espace santé du patient, donc je n'ai pas accès au courrier des autres centres, des autres hôpitaux. Après, je pense que c'est très hétérogène encore sur le territoire, parce que pour une autre problématique, par exemple sur Toulouse la semaine dernière, le médecin nous disait que par exemple, on ne peut pas prendre de rendez-vous au-delà de 6 mois parce qu'il y a un blocage informatique et voilà, c'est comme à la SNCF. Donc parfois, voilà. Alors, comme le micro est par là-bas, il y a une question thérapie génique. Attends, juste sur le côté santé, mon espace santé, en tant que patient, on peut aussi mettre des choses. Enfin, moi, je mets mes vaccinations, par exemple. Alors, pardon. Du coup, question thérapie génique. Est-ce qu'il y a encore des inclusions en Angleterre ou est-ce clôturé? Si justement aujourd'hui on sait que l'inflammation limite l'insertion du génome corrigé, est-ce que les biomarqueurs ne sont pas des critères d'indication ou de non-indication pour cette thérapie? J'imagine que la question concerne le déficit en adénosine des aminases. Angleterre, je pense, oui. À cause de l'Angleterre. En Angleterre, il n'y a plus d'inclusion pour cette maladie, dont l'histoire est assez compliquée, où la thérapie génique est globalement efficace. Donc c'est une situation contrastée et complexe parce que donc, les résultats sont plutôt bons. Il reste des possibilités à Milan aujourd'hui. Idem pour le syndrome d'Aldrich. Pour l'Aldrich à Milan. Aussi pour des conditions très compliquées parce que l'industriel qui avait développé ces produits, qui s'appelle Orchard, a renoncé à les commercialiser plus avant pour des raisons commerciales désagréables. Donc on est dans une situation qui est vraiment difficile. Pour atténuer la douleur, parce qu'il y a vraiment une difficulté sérieuse autour des développements actuels de thérapie génique au stade de la commercialisation des produits, d'une manière générale. Il faut dire quand même que les progrès des allogreffes de moelle osseuse, ça a été évoqué par plusieurs, sont tels que pour un certain nombre de maladies, les résultats aujourd'hui, quel que soit le donneur, sont aussi bons que la thérapie génique. C'est certainement le cas du syndrome d'Aldrich. Aujourd'hui, l'allogreffe, c'est mieux que la thérapie génique. C'est mieux pour la reconstitution plaquettaire, par exemple. Ce n'est pas vrai pour tous les déficits immunitaires pour lesquels les thérapies géniques ont été développées. Donc la situation est contrastée et j'espère que cette situation va évoluer et qu'on aura un accès aux produits de thérapie génique à des prix raisonnables, soit de façon industrielle, soit en contournant l'industrie dans les années qui viennent. Mais j'ai peur que ça ne soit pas immédiatement le cas. Merci. Je propose Isabelle. de laisser la parole à la salle. Oui, moi j'avais juste en fait une réflexion. C'est vrai que je suis d'accord avec Nizar que l'âge, on va dire, de cette consultation de transition, elle peut extrêmement varier. Il y a juste, je pense, quelque chose auquel il faut faire attention, c'est quand il y a un problème qu'on passe aux urgences adultes. Il faut vraiment dire que dans ces cas, il faut appeler le pédiatre, ce qui est quand même pas classique, mais c'est un élément important parce que j'ai eu quelques exemples où du coup il y a eu des difficultés parce que évidemment ils appelaient les internistes ou voilà et qui connaissaient pas en tout cas le malade. Donc ça c'est un élément en tout cas assez important. Il y a aussi on apprend beaucoup de cette collaboration qu'on peut avoir avec les médecins d'adultes. Je pense aussi que, en tout cas, on a de plus en plus de consultations aussi où, du coup, il y a une pathologie, en tout cas génétique, identifiée chez le père, la mère, enfin, ou l'enfant, enfin l'inverse. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une collaboration aussi qui est de plus en plus proche de ce côté-là. Donc ça, c'est un élément important. Et moi, j'avais une question, c'est les consultes de transition, est-ce qu'on a une idée comment elles varient là? Parce que ça fait maintenant quand même plusieurs années qu'on en parle. Alors, je sais pas, on les rentre, nous, dans Bamara, qui est la base de données maladies rares. Est-ce que vous avez une idée aussi au CEREDI? Est-ce qu'on a connaissance un petit peu de où est-ce qu'elles se font? Est-ce qu'elles se généralisent? Voilà, comment ça se fait aussi dans les centres hospitaliers qui ne sont pas forcément sensibilisés à ça? Comment ça se passe? Mais merci pour ton commentaire auquel je m'associe sur le passage aux urgences adultes quand on a 18 ans et un jour, alors que la veille on avait 18 ans moins un jour et qu'on aurait pu aller aux urgences pédiatriques. Je caricature un peu, mais bon, c'est un peu comme ça. Il y a aussi la problématique de l'anesthésie, parce qu'on a parfois des patients qui n'ont pas forcément le gabarit d'un adulte, qui sont suivis et hyper bien suivis en hôpital pédiatrique et qui ont des dossiers parfois un petit peu compliqués. Et puis à un moment donné, médico-légalement, disons, ou en tout cas
sur le plan responsabilité médicale, il faut passer en médecine adulte. Et là, il faut vraiment bien anticiper les choses. Et puis pour la question que tu as posée sur les consultations. Alors les consultations communes de transfert, je ne crois pas qu'il y ait de données en réalité. Alors effectivement, tu mentionnes l'outil Bamara. Bamara, c'est l'acronyme pour Banque Maladies Rares. Et qui est un outil qu'on est censé renseigner à chaque fois qu'on voit un patient en consultation ou en hospitalisation de jour ou en hospitalisation conventionnelle, et dans lequel, quand on voit le patient, soit on peut mettre que c'est une consultation de transition ou de transfert plutôt, mais là je crois qu'on n'a pas de données, me semble-t-il, parce que c'est un outil qui est relativement, je dis qu'on le remplit depuis peu de temps, et il n'est pas exhaustif encore. Néanmoins, en réalité, c'est pas non plus. Moi, j'aime bien ce moment. Je trouve que c'est un moment important pour les patients, pour l'entourage, la famille, mais aussi pour le collègue adulte qui, en général, lui ou elle, n'a que 15 minutes. Et une première fois, 15 minutes en médecine adulte, c'est court. Et ils n'ont pas forcément l'opportunité de dédier des plages horaires plus longues. Donc de monter une consultation spécifique transition, transfert, ça permet vraiment un premier contact et une première accroche qui se passe le mieux possible. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours absolument nécessaire. Hein. Il y a des parcours comme ça qui se passent très très bien. Le dossier passe bien, surtout que maintenant le dossier est informatisé. Donc au sein en tout cas du même hôpital ou du même groupe hospitalier, on a accès aux informations. Un courrier, bien sûr, une synthèse de l'histoire médicale et par l'équipe pédiatrique est la bienvenue. Bon, je trouve qu'il faut vraiment s'adapter le plus possible. Mais si on... Voilà, nous c'est 45 minutes, mais souvent, il y a souvent beaucoup de choses à raconter. Et ça, c'est fondamental pour que le patient lui-même, je te passe le micro de suite, ait vraiment la sensation, ainsi que l'entourage, de se dire, OK, ça y est, le passage de relais est vraiment fait et je suis rassuré. Je voudrais juste rapporter mon expérience. Quand je vois des jeunes adultes ou des grands adolescents, ce qui est qui me fait très plaisir, c'est que en général, je les vois la première fois avec les parents, 1 ou 2 parents, et puis ils viennent à la première consultation, puis à la deuxième, et puis en fait, puis après ils lâchent leurs enfants, et je trouve que ils viennent voir le docteur qui vont prendre en charge et puis ils voient comment leur enfant se comporte en face du médecin, et ils finissent par, et je trouve que c'est bien, et puis on passe du contact parent-médecin au contact enfant-médecin, enfant qui est devenu un jeune adulte. Donc c'est des moments qui sont importants. Et effectivement, moi, il me faut 1 heure pour voir un enfant qui était suivi pour un déficit immunitaire. Et il faut du temps, quoi. Merci. Alors, le temps de faire passer le micro, peut-être, je vais poser ma... Ah bon, d'accord. Ah ben... Bonjour. J'ai une question assez rapide qui concerne le registre CEREDI. Est-ce que... je suis patiente, mais j'habite à l'étranger, même si je suis française. Est-ce qu'il est possible de se rapprocher d'un centre hospitalier pour partager ces données avec le registre, ou est-ce que c'est uniquement pour les patients qui sont traités en France? Merci de votre question. Alors, ce registre, il a vocation à collecter des informations concernant les patients suivis en France. Donc, si vous avez un point de relais de suivi en France, je pense qu'effectivement, si vous le souhaitez, bien sûr, parce qu'évidemment, il faut qu'on recueille votre consentement écrit dans le cadre notamment du Règlement général de protection des données, le RGPD, qui est le règlement européen. Donc, on serait bien sûr, si vous ne l'êtes pas déjà incluse, on serait ravis de pouvoir vous Est-ce qu'on peut le savoir? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans la salle, on est 3 personnes comme ça, en fait. À vivre en dehors du... Qui habitons, effectivement... Ouais. Aux Pays-Bas et 2 en Allemagne. Ouais. Donc, en fait, je ne sais pas si je suis inscrit finalement sur ce site. D'accord. Il y a des chances. Par mal fait. Donc, oui, automatiquement, donc on va dire, transmis les infos au CEREDI, alors. Ouais. Pardon. Ça dépend de quand date votre dernière consultation. Je lui dirai pas. Je lui dirai pas quand c'est vu. Non, mais je l'ai eu une petite conversation par WhatsApp oui. il y a quelques semaines, quoi, ou quelques mois plutôt. D'accord. Ça rentre.
Non, mais n'empêche que ça Bah, serait c'est très bien de important quand pouvoir même, ouais. utiliser ces outils, pourquoi pas, hein, de... Donc s'il y a eu au moins un suivi en France, en consultation, ça suffit. On vous fait signer on vous fait signer le consentement qui vient de changer et vous êtes dans le registre. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut que vous intégriez, je vais être très très bref, c'est qu'on prend des données assez sommaires, hein, on ne va pas en prendre beaucoup, mais qui permet d'avoir quand même une vision qu'on essaye d'avoir une vision épidémiologique, donc la plus globale en termes de nombre de patients, en termes d'exhaustivité, mais on essaye aussi d'avoir les principaux moments clés de l'histoire médicale de chacun des patients. Et puis ça, c'est quand on inclut le patient. Et ensuite, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un peu comme si on suivait une cohorte. C'est un mot un peu technique, mais ça veut dire que au lieu de documenter une seule fois et puis de ne pas revenir sur l'histoire du patient pendant 10 ans, nous on trouve que c'est dommage. Parce que pendant 10 ans, il a pu se passer quelque chose. Le patient a pu bénéficier d'un diagnostic génétique. Le patient a pu bénéficier d'une allogreffe de moelle osseuse. Bon, ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que ça nous permet, et ça, on le fait de manière assez proactive et on essaye de tenir bon pour qu'un patient n'ait pas... qu'il y ait une mise à jour de chacun des patients tous les 3 ans à peu près. Donc, voilà. Je vais répéter la question si tu veux. Non, je posais la question sur le registre, le lien entre le registre du CEREDI et le registre européen ESID. Est-ce que, du coup, quand un patient est identifié dans le registre CEREDI, est-ce que s'il va vivre dans un pays qui participe à l'ESID, il y a un suivi, il y a un lien? Absolument, oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Oui. Donc il y a des garde-fous pour éviter les doublons. Et c'est vrai que ça nous est arrivé, par exemple, à la demande, en tout cas à l'information d'une famille qui a décidé de déménager, définitivement, en tout cas pour une durée indéterminée, dans un autre pays européen. Donc de se dire, c'est dommage de perdre l'information. Le centre dans lequel le patient va être suivi est un centre collègue, on les connaît bien. On ne détruit pas les informations déjà renseignées, on fait une sorte d'équivalent de transfert de dossier, puis ensuite charge aux collègues de l'autre pays de poursuivre. Voilà. Mais en tout cas, rien n'est impossible. On peut tout à fait... vous pouvez me contacter pour savoir, pour obtenir la réponse à si oui ou non vous êtes inclus dans le registre, parce que je suis responsable du traitement des données, donc on essaie de sécuriser au maximum les canaux. On le fait de manière très stricte. Et ensuite de voir les conditions qui vous concernent vous directement et peut-être d'autres personnes dans la salle ou dans votre entourage. Ok, alors moi j'aurais une question par rapport au diagnostic génétique. Donc est-ce qu'il, d'une certaine façon, il y a un certain âge limite en fait pour faire un diagnostic, dans le sens où moi, voilà, aujourd'hui je vais avoir 55 ans, j'ai un DICV, j'ai jamais fait. Donc est-ce que ça vaut encore le coup de le faire ou bien alors finalement on s'en fiche? Je crois que ça vaut toujours le coup. D'abord parce qu'il y a des nouveaux gènes qui sont découverts et puis parce qu'un certain nombre de diagnostics amènent à des discussions de traitement particuliers. Et puis quand on a des enfants, c'est important de pouvoir savoir s'il faut les dépister ou pas. Et puis pour comprendre un peu mieux ces maladies qui sont extrêmement hétérogènes, le déficit immunitaire commun variable, c'est une maladie qui est très très hétérogène. Je pense qu'on ne pourra, plus on obtiendra d'informations, y compris cliniques mais aussi génétiques, et meilleur on sera dans la prise en charge des patients, le dépistage, les traitements, etc. Donc oui, il n'y a pas d'âge. Alors une question par rapport au traitement, justement. Y a-t-il des avancées en termes de recherche sur l'évolution des traitements, notamment les immunoglobulines? Alors oui, je pense qu'on peut dire qu'en tout cas on cherche à progresser. Je pense qu'on a aujourd'hui trop peu de données pour pouvoir faire des prédictions sur ce qu'on pourrait proposer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. On essaie d'évaluer, c'est un projet français, des préparations d'immunoglobulines qui ne sont pas nouvelles, qui existent depuis longtemps, mais qu'on essaye, en tout cas qu'on évalue actuellement dans les déficits immunitaires primitifs, qui ont la particularité d'avoir beaucoup d'IgA et beaucoup d'IgM, ce dont sont dépourvues la plupart des préparations d'immunoglobulines. Pour l'instant, c'est proposé dans le cadre d'un protocole très très encadré par la NSM qu'on appelle un protocole d'utilisation temporaire. On le réserve à des patients particulièrement graves et qui sont vraiment non contrôlés par les immunoglobulines classiques.
Comme ce sont les patients les plus graves et qui ont plus de complications, on a l'impression, mais il faut se méfier des impressions, surtout quand on a envie d'y croire, donc il faut s'en méfier davantage encore, de voir un bénéfice chez certains patients, chez d'autres pas du tout. Donc clairement c'est le début de l'histoire, je pense que c'est trop tôt pour en tirer des conclusions, il va falloir évaluer ça dans le cadre d'essais contrôlés, donc tel qu'on doit le faire en recherche clinique bien maîtrisée pour vraiment voir l'efficacité et la tolérance et le bénéfice de ces produits. En tout cas, si jamais l'histoire se continue, c'est quand même une nouveauté qui pourrait, en termes d'indication, s'élargir dans le futur. Mais là, on parle, je pense, de 5 à 10, 15 ans avant vraiment de savoir la place qu'il faudra donner à ces préparations d'immunoglobuline dans les déficits immunitaires en général. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, mais je trouve que c'est très important. C'est vrai qu'il y a aussi, en dehors des immunoglobulines, c'est peut-être pour ça que je voulais prendre le micro, mais il y a beaucoup vous entendez parler peut-être de plus en plus de médecine personnalisée ou de traitement personnalisé. Et c'est vrai que ça rejoint la réponse à la question posée précédemment sur la génétique, parce que il y a presque, une explosion de molécules disponibles, soit qu'elles étaient utilisées elles sont utilisées déjà dans d'autres pathologies, et puis grâce à la compréhension des mécanismes, on se dit tiens, cette molécule existe, on va l'essayer dans le cadre de ce déficit immunitaire, soit qu'éventuellement des laboratoires pharmaceutiques développent des nouvelles molécules, ce qu'on appelle parfois des petites molécules ou des molécules ciblées. Donc c'est vraiment une des raisons pour lesquelles la génétique et la connaissance de la cause génétique est importante. Ouais. Il y a quelques mutations comme ça, quand on les trouve, on est très très heureux parce que ça peut vraiment changer la prise en charge du patient, et pas seulement sur les complications infectieuses pour le coup, mais sur les complications dites auto-immunes ou les gros ganglions, la grosse rate, l'inflammation. On a quand même aujourd'hui des traitements qui améliorent les complications non infectieuses des déficits immunitaires, et ça je pense que c'est une révolution en cours pour le coup, et là avec déjà des bénéfices bien observés et bien connus. Donc. Merci beaucoup. Alors, je propose, du coup, s'il n'y a pas d'autres... Si, encore une question. Alors, on prend la dernière question, et ensuite, je passe la parole à Mathéo pour la conclusion. Merci. En fait, moi, j'avais deux questions. En fait, la première, c'était sur la transition sur l'âge adulte. En fait, pourquoi vouloir absolument passer vers l'âge adulte ? Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, Guillaume nous dit on a du mal avec les dossiers, etc. Quel est le vrai bénéfice pour le patient de passer vers l'âge adulte? Parce que quand on a une bonne équipe, qu'on a été diagnostiqué en étant gamin par une certaine équipe, on a l'habitude de ces personnes. Pourquoi vouloir changer en fait ? Non, mais j'aime beaucoup cette question. Je trouve que c'est une excellente question, et souvent quand je fais mes topos, là j'ai un peu légèrement débordé sur mon temps, mais souvent ça fait partie des diapos que je mets. D'abord, il vaut mieux être suivi dans cette équipe pédiatrique si jamais il n'y a pas de relais en médecine adulte. Alors, je ne parle pas de la France, parce que je l'ai évoqué juste avant, et franchement, il n'y a aucun problème de relais en médecine adulte en France, mais si on fait un pas de côté ou un pas de recul, dans d'autres pays, c'est vraiment un problème. Mais donc, par exemple, moi, étant pédiatre, je ne serais pas forcément bien au fait de tout ce que mes collègues Guillaume et Claire connaissent bien mieux que moi sur tout un tas de sujets qui vont à un moment donné devenir extrêmement prégnants, prévalents. À 20 ans, 21 ans, peut-être on est peut-être encore un petit peu proche, disons, de l'enfance ou de l'adolescence côté pédiatrique, mais à un moment donné, il va falloir discuter de sujets qui concernent l'âge adulte, que ça soit dans des domaines extra-médicaux divers et variés, l'assurance, acheter un bien, les RQTH, etc. Mais même sur le plan médical. À un moment donné, quand il s'agit de parler peut-être de problématiques de fertilité, de PMA, par exemple, pour citer que ça, de grossesse, on est quand même moins bon pour parler de sujets de type exposition, à des substances, etc. En pédiatrie, on est
pas tout à fait épargnés, mais quand même probablement un peu plus protégés qu'à un autre âge. Et puis après, imaginons si on suit la logique, si on continue à dérouler le fil, à 50 ans, je sais pas, moi j'ai une douleur cardiaque, je vais pas me pointer aux urgences pédiatriques. Enfin, je sais que c'était une question un petit peu théorique, etc. Mais c'est vrai que là, quand on est dans un environnement d'hôpital purement pédiatrique, on n'a pas du tout accès à tout ce qui est radiologie, etc. Enfin, tous les tests qui doivent être faits à l'âge adulte. Donc je pense que ça fait un certain nombre de raisons pour... Mais en tout cas, que nous, en pédiatrie, on continue à être informés et à discuter, à dialoguer avec nos collègues adultes, et donc nous être informés du devenir, c'est ce que j'évoquais, je crois que je l'ai dit 2 fois pendant mon topo, du devenir de ces patients qu'on a connus à l'âge pédiatrique, et même de discuter des cas diagnostiqués à l'âge adulte, pour nous c'est hyper intéressant et important pour pouvoir ensuite adapter encore mieux notre prise en charge pédiatrique. Je veux compléter, parce que le simple fait que vous posiez la question montre bien que c'est un problème pour les patients. C'est une difficulté, c'est une étape dans la vie. Et clairement, alors par rapport à ce que je disais sur le dossier médical et la difficulté, alors la transition est plutôt pour nous relativement facilitante pour ça, parce que le collègue pédiatre fait un courrier de synthèse, on a tous les éléments depuis le diagnostic, on a tous les éléments de suivi récents. Vraiment, quand c'est des dossiers plus compliqués, on s'appelle, voire même parfois on voit le patient ensemble. Nous, en tout cas, on a du mal à faire des consultations communes systématiques. Mais en tout cas, on le fait. Mais clairement, nos collègues pédiatres, dès qu'il va falloir commencer à parler contraception, projet de grossesse, nous on reçoit les couples, etc. Je vois pas mes collègues pédiatres, je me retourne vers Nizar, mais je vois pas nos collègues pédiatres faire ça. Et donc oui, c'est de la médecine de l'adulte. Et donc c'est à nous aussi d'apprendre des pédiatres et de nos patients aussi, quand ils font la transition, de la meilleure prise en charge qui leur est nécessaire à eux en particulier. Voilà. Et c'est pour ça que ce sujet est compliqué, et c'est pour ça qu'il faut essayer de le structurer. Et en tout cas, il faut que le médecin adulte qui accueille le patient dans le cadre de la transition prenne le temps. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une consultation d'1 heure, parce qu'il ne s'agit pas de lire un courrier et puis voir comment ça va, comment ça s'est passé ces 6 derniers mois, patient suivant. Non, il faut faire connaissance. Donc c'est une étape importante pour ça. Parce qu'en fait, ce qui peut être vachement déroutant la plupart du temps, c'est de devoir toujours réexpliquer. Et même quand la transition a été faite il y a des années, il faut toujours réexpliquer la même chose au médecin, en fait. Merci, c'est une remarque très importante, mais il y a une dimension qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que quand vous réexpliquez à un nouveau docteur, vous racontez pas tout à fait de la même façon, et peut-être que vous mettez en lumière des choses que le médecin n'avait pas vu dans le courrier. Et 2, en fait, c'est aussi un moyen de raconter une histoire différente, et donc de rediscuter des diagnostics, du type de prise en charge, de tel et tel traitement. Donc c'est difficile, je pense que parfois c'est pénible. Ça vous permet aussi de faire le compte de tout ce qui s'est passé. Donc c'est long, mais parfois c'est important. Non, mais c'est juste parce que quand on discute avec nos collègues adultes, là où quand on a commencé à vraiment bien parler de cela, c'est vrai qu'ils nous disaient « Ah oui, bon, moi, il y a 10 ans, par exemple, quand je voyais mes premiers patients en déficit... » Parce que, en fait, globalement, répéter, etc., on est sur, ça a été dit, on est sur des maladies rares, voire très rares. Ça pas forcément l'enseignement dans les facs de médecine en France ou à l'étranger. Bon, là-dessus, sur le déficit immunitaire, on est quand même, voilà. Mais sur d'autres maladies rares aussi, du reste, on a du chemin à faire. Mais donc, il disait, il voyait le patient arriver, il n'y avait pas de consultation commune, c'est la première fois. Et bonjour, j'ai le syndrome de truc, machin. Ils avaient entendu parler dans les bouquins, ils n'avaient jamais vu de patient. Et donc les patients et les parents connaissaient bien mieux la maladie que le médecin lui-même ou elle-même. Et donc il y en avait un qui, pour plaisanter, disait, je leur disais, attendez, je vais faire une photocopie. Et en fait, ils regardaient dans le bouquin de médecine pour avoir les mots-clés. C'est une petite boutade, mais pour dire que vraiment, ça, c'est vous avez beaucoup plus de connaissances qu'un certain nombre de médecins. Et donc il faut travailler ensemble. Je crois qu'on a une ultime dernière question, mais vraiment ultime dernière, au privilège de la séniorité. Alors là, je vais changer d'âge, moi, parce que je vais vous parler de l'adulte à la retraite vieillissante qui a été diagnostiqué à 58 ans. Eh bien, nous, on se trouve aussi perdus parce qu'on est directement confronté à différents suivis, l'hématologue, l'ophtalmologue,
le cardiologue, le rhumatologue et tout notre médecin référent. Et c'est tous des endroits. Alors, qui connaît le déficit immunitaire? Personne. C'est nous qu'on leur apprend. Et quand on se retrouve en consultation, on a tendance à se répéter. Parce que je veux bien qu'on retienne tout, mais faut, même si on accepte bien la maladie, qu'on fait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on a tendance à se répéter. Moi, le pneumologue, il me dit, je ne connais pas votre maladie. Je le vois souvent, il me fait souvent des scanners. Bon, je les emmène quand je vais à Saint-Louis, mais on a l'impression que tout se répète. On est un peu dans la même situation. Parce que moi, j'étais infirmière toute ma vie, j'ai pris ma retraite, je m'engage dans la réserve sanitaire. 2 ans après, on diagnostique le déficit immunitaire. Donc, je me rendais compte que j'avais quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Le médecin du travail me le disait. Mais moi, j'étais partie pour continuer dans la réserve sanitaire, continuer dans ma profession d'infirmière. Vous voyez, Claire, pourquoi j'insistais tant pour qu'on parle du vieillissement. Parce que c'est... Enfin, merci pour ce témoignage. Hein, je pense qu'on l'entend régulièrement. Vous voulez dire quelque chose? Oh ben non. C'est plutôt une remarque que vous faisiez. C'est plutôt une remarque, il n'y a pas vraiment de question. Oui, il y avait une question. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment très... C'est vraiment effectivement très, très important et c'est un sujet sur lequel vraiment on réfléchit, on essaye d'agir. Guillaume, tu évoquais le fait d'aller dans les congrès de spécialités, les ORL, les pneumologues, les gastro-entérologues, puisque finalement dans les déficits immunitaires, il y a plein d'organes qui peuvent être affectés par différentes causes. Alors juste peut-être, bon, il y a Orphanet qui existe, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas parfait, mais c'est quand même connu. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que ça existe. Ça a été monté par des collègues en France et c'est maintenant international dans différentes langues. Donc c'est intéressant aussi pour les personnes qui voyagent de prendre sous le coude peut-être un PDF imprimé en anglais, en espagnol, en je sais pas quoi. Et donc d'avoir ça. Et donc les médecins généralistes ou les médecins spécialistes peuvent aller dessus. Mais voilà, ça nécessite qu'ils cliquent, etc. Mais vous, par exemple, vous pouvez venir avec faire un petit peu une petite enveloppe, un PDF imprimé, 3 pages sur le DICV, sur le truc et machin. Et puis je voulais aussi attirer sur le fait, enfin votre connaissance pour comment dire, le SAMU ou les fiches d'urgence, là, tu sais, quand on appelle les médecins d'urgence la nuit, SOS médecin, voilà, cherchez le mot, ou un équivalent. Il y a aussi, pour quelques déficits immunitaires, une fiche qui existe, parce que là, par définition aussi, on va tomber sur un médecin généraliste, souvent, qui ne connaît pas, et c'est normal, hein, une maladie rare. Et donc, ça lui permet quand même de pouvoir avoir quelques informations clés. On travaille dessus, on essaie de faire vraiment quelque chose de pratique. Quoi faire en cas d'urgence? Si c'est de la fièvre aiguë, il faut faire ça, 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 ou ne pas faire ça, ça, ça. Parce que la petite fiche patient là, qui a la forme d'une carte bancaire qu'on essaye de vous donner en consultation, bon, c'est 3 mots-clés. C'est déjà mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant en cas d'urgence.